Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne BC Télévision. Voici les sommaires. La chef du gouvernement congolais Judith Suminwa Tuluka a lancé la co-création d'une cellule de coordination et de suivi des résultats au sein du ministère de la Santé lors d'un atelier de 3 jours allant du 28 au 30 octobre 2025 à Kinshasa, la capitale. Le PPRD, parti cher à l'ancien président congolais, n'est pas concerné par l'arrêté ministériel et la décision de justice suspendant ses activités. Réaction du secrétaire permanent du parti, Ramazani Chadari, qui accuse le pouvoir en place d'acharnement politique. Au pouvoir depuis 1982, le président camerounais Paul Biya, 92 ans, a été réélu sans surprise avec 53,66% des voix selon les résultats officiels publié par les conseils constitutionnels. Les Camerounais attendent de vrais changements. Vous suivrez leurs réactions dans ces journaux. Voilà tout pour les sommaires. Débutons ce journal avec cette actualité. Lancement de l'atelier des co-créations de la cellule des coordinations et des suivis des résultats ce mardi 28 octobre 2025 par la première ministre Judith Suminwa Tuluka au sein du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. La création de cette cellule de coordination vise à introduire au sein du ministère une nouvelle culture de gestion fondée sur la redevabilité, la mesure des performances et les pilotages. Ginette Fika signe ces reportages. Sous les hauts patronages de la première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a procédé au lancement de l'atelier de co-création de la cellule des coordinations et des suivis des résultats CCSR en sigle. Cet atelier qui se tient à Kinshasa, la capitale de la RDC, réunit le secrétaire général, les directeurs des établissements et programmes de santé ainsi que les partenaires techniques et financiers, les agences onusiennes, les organisations bilatérales et multilatérales et divers acteurs du système de santé. Dans son mot d'orientation, le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, a rappelé que les défis majeurs de l'administration n'est pas tant dans la planification que dans la traduction concrète des stratégies en résultats visibles pour la population. Cette initiative s'inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer la plateforme du système de santé en assurant une meilleure coordination interinstitutionnelle, une évaluation continue des résultats et une utilisation efficiente des ressources publiques. Pendant 3 jours, les participants à l'atelier définiront les mandats de l'ancrage institutionnel, l'organisation interne et la feuille de route opérationnelle de la future cellule dans un esprit de co-construction et de collaboration. Le ministre de la Santé a salué le leadership de la première ministre, les soutiens constants des partenaires techniques et financiers ainsi que l'engagement des équipes du ministère. Rappelant que cette démarche est avant tout une œuvre collective au service de la plateforme et de la transparence. Guillaume Gefa, patron de la justice congolaise, a échangé le lundi 27 octobre 2025 avec la délégation de juges consulaires de la République démocratique du Congo venus réclamer leur prise en charge idoine par l'État congolais. En grève depuis plusieurs mois, ces magistrats du tribunal des commerces affirment n'avoir jamais perçu de rémunération malgré leur restauration formelle et la consolidation de leurs rôles lors de la révision en 2023 de la loi de 2001 sur les tribunaux des commerces en République démocratique du Congo. Suivez. Comme vous le savez, les juges consulaires sont en grève jusqu'à ce jour en rapport avec le dossier de leur rémunération. Les juges consulaires, depuis que les tribunaux des commerces ont été mis en place, n'ont jamais reçu une rémunération de la part de l'État congolais. C'est ainsi que
avec toutes les démarches que nous avons faites, nous avons pu obtenir une loi 26, je crois, de 2023. Et cette loi, dans son article 10, il précise très bien que les juges consulaires doivent être pris en charge par le Trésor public. Mais nous avons constaté que depuis la mise en place de cette loi, rien n'a bougé et jusqu'à ce jour, les juges consulaires n'ont jamais été rémunérés. On avait frappé les portes partout, jusque-là, on n'a pas pu trouver des solutions. Mais nous avons eu la chance de rencontrer son Excellence, le ministre d'État, ministre de la Justice actuel, juste après une petite demande d'audience. Il n'a pas tardé à nous recevoir. Et c'est ainsi qu'il nous a reçus aujourd'hui. C'était dans ce cadre d'échanges en rapport à ce qui concerne la rémunération des juges consulaires. Le MINETA nous a bien reçus et nous avons pu échanger sur ce point. Et nous lui avons exposé les problèmes et il nous a quand même fait une promesse qu'il va en discuter. Nous allons lui faire une petite note technique par rapport à tout ce que nous avons en ce qui concerne ces dossiers. Il annonce au sommaire de ce journal le parti politique de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, le PPRD, a rejeté la décision du ministère de l'Intérieur rendue publique hier lundi portant suspension de ses activités. Une décision entérinée par le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe. Le secrétaire permanent de ce parti, Emmanuel Ramazani Chadari, dénonce une dérive dictatoriale du régime en place et accuse le pouvoir de Kinshasa de violer les procédures. On l'écoute. Le tribunal des grandes instances de la Gombe, ça nous surprend. Nous pensons que le pouvoir actuel a perdu le pédale. Le pouvoir actuel, il est perdu. Parce que le pouvoir actuel va de l'illégalité en illégalité. Aucune procédure n'est respectée dans tout ce qu'ils font. Étant donné que tout ne respecte pas les prescrits, et comme le pouvoir est aux abois, cette suspension, la deuxième, illégale, et on ne connaît même pas l'arrêté, on n'a pas vu l'arrêté, si elle existe, je dis bien si elle existe, la suspension là, cette suspension n'engage pas le PPRD. Cette suspension ne concerne pas le PPRD. Ça doit être mis dans le domaine de fake news. Sinon, la dictature de Tshisekedi est au comble. Et personne ne peut plus croire à ces décisions-là d'acharnement contre le PPRD qui, je pense, il fait peur aujourd'hui face comme force politique. Mais ils ont dit que le PPRD n'existait plus. Mais alors, on suspend quoi? Le PPRD n'existe plus. C'est ce qu'ils racontent. Mais maintenant, on suspend quoi? Nous disons que nos activités continuent dans le strict respect des lois de la République et de la Constitution. Le reste, c'est de la provocation. Le reste est lié aux échecs de la mauvaise gestion qui est corollaire de leur incompétence notoire. PPD, viva! Viva! Vive la République! Je vous remercie. Parlons de l'économie. Le ministre des Finances, Doudou Famba, a ouvert à Kinshasa la mission du FMI pour la deuxième revue du programme FEC, tenue dans le cadre de la Troïka politique. Cette séance a porté sur l'exécution du budget 2025, la préparation du budget 2026 et la mise en œuvre des réformes et des gestions de finances publiques. Le gouvernement a réaffirmé son engagement à poursuivre les efforts de stabilisation économique et à transformer les acquis en progrès social tangible. On écoute les comptes rendus. Doudou Famba, ministre de Finances, a procédé au lancement officiel de la mission du Fonds monétaire international FMI consacrée à la deuxième revue du programme appuyé par la facilité élargie des crédits FEC. Des retours de Washington où il avait conduit la délégation congolaise aux assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, le ministre a présidé la séance d'ouverture en présence du chef d'émission du FMI et de membres de la Troïka politique. Dans son allocution, le ministre Famba a salué la coopération constante entre la République démocratique du Congo et l'institution des Bretton Woods, tout en mettant en avant les réformes impulsées par le président de la République, Félix Tshisekedi, en faveur de la bonne gouvernance
et de la stabilité macroéconomique. De son côté, les coordonnateurs du comité technique des suivis des réformes CTR, cette mission découle des entretiens de Washington et vise à évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements convenus. Cette mission a commencé par Lubumbashi pour s'imprégner du fonctionnement du secteur minier qui compte pour beaucoup dans le cadre de notre économie et surtout des recettes de l'État. Et après l'étape de Lubumbashi, la mission est venue rencontrer les autorités de la troïka politique sous la présidence de son Excellence Monsieur le ministre des Finances pour faire le point des principaux engagements qui ont été pris pour permettre la conclusion de cette revue. Notons que la mission du FMI se poursuivra jusqu'au 5 novembre 2025 avant la soumission de ses conclusions au conseil d'administration du FMI en décembre. Toujours en économie, depuis le mois dernier, le franc congolais s'est fortement apprécié face au dollar américain. Et cependant, cette appréciation ne s'y traduit pas ou très peu par un réajustement de prix sur le marché, ce qui soulève de nombreuses controverses. Pour en savoir un peu plus, nous avons interrogé un chercheur en économie, Rigen Moufaoumé, qui pense que la Banque centrale du Congo doit jouer un rôle pour libérer les fonds afin que la population congolaise puisse se retrouver. On l'écoute. Nous avons constaté que, au lieu que le pouvoir, les Congolais lambda puissent bénéficier de son pouvoir d'achat, nous avons par contre compris que le pouvoir d'achat s'est détérioré. Donc je ne pense pas que ce sont des mesures qui vont aider la population parce que par définition, ou le but de politique publique, c'est d'avoir l'action publique pour améliorer la situation de la population. Donc nous avons constaté que l'appréciation du franc congolais a créé également beaucoup de remous, beaucoup de problèmes. Donc normalement, c'est la Banque centrale qui doit jouer un rôle pour essayer de libérer les fonds. Quand je dis libérer les fonds, c'est-à-dire payer convenablement les fonctionnaires de l'État et selon le timing, et également financer certaines institutions en termes de frais de fonctionnement. Pourquoi pas payer la dette intérieure pour permettre à ce que le fonds également se retrouve sur le marché. Parce que quand on paye également en retard, cela bloque également la TVA. Parce que la TVA a un caractère... comment dirais-je, la rémunération a un caractère similaire de la TVA. Parce que quand on me paye, je dois aller au marché pour consommer. Tout cela va permettre également à l'État de bénéficier des recettes publiques. Mais quand on vous paye en retard, donc vous allez également bloquer cette situation qu'on appelle la demande globale, et au finish, c'est toujours l'État qui va perdre parce qu'il va créer des déficits, et vous allez voir à chaque fin du mois, il y a des bons de trésor que le gouvernement sollicite pour financer ces déficits publics. Économie toujours, le ministre provincial des Finances, de l'économie et du numérique, Magloire Kabemba, a procédé le lundi 27 octobre 2025 à l'hôtel du gouvernement provincial au lancement officiel de l'atelier de finalisation des travaux de la reddition des comptes du budget de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2024. Suivez. La cérémonie du lancement officiel de l'atelier de finalisation des travaux de la reddition des comptes du budget de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2024 intervient à un moment où le ministre attend relever les défis majeurs de la capitale congolaise en matière de discipline budgétaire, de traçabilité des dépenses publiques et de transparence dans la gestion des ressources. Dans ce mot, le ministre provincial des Finances, de l'économie et du numérique, Magloire Kabemba, a rappelé que la reddition des comptes n'est pas une simple formalité administrative, mais un acte majeur de responsabilité et de transparence budgétaire tel que prévu par la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. La reddition des comptes n'est pas une simple formalité administrative. Elle constitue, selon la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, un acte majeur de responsabilité et de transparence budgétaire. C'est donc un acte de redevabilité démocratique, un devoir de vérité financière et un gage de bonne gouvernance conformément aux principes d'annualité, d'unité, de sincérité et de légalité budgétaire.
Le ministre a également réaffirmé sa détermination à construire sous la conduite du gouverneur de la ville une Kinshasa moderne et prospère et financièrement responsable avant de déclarer ouvert les travaux de la commission de reddition des comptes du budget 2024. Pendant ce temps, le ministre de la formation professionnelle Marc Ekila a échangé avec une délégation de l'Académie Fakal Film composée du président du conseil des fondateurs Patient Kalinda et les cofondateurs Fanon Kabwe et Jong. La Fakal Film Academy est un établissement d'utilité publique dédié à la formation professionnelle dans le métier du cinéma et de l'audiovisuel. Ginette Fika revient. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, comptera dans les prochains jours la Fakal Film Academy, un établissement d'utilité publique dédié à la formation professionnelle dans les métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, Maître Marc Ekila, a reçu en audience une délégation de cette académie conduite par Patient Kalinda, président du conseil des fondateurs et des cofondateurs. La cérémonie officielle de l'inauguration des Fakal Film Academy interviendra le 10 novembre prochain. Fakal Film Academy a notamment pour ambition de développer les compétences techniques et artistiques de la jeunesse congolaise, avec pour mission de former une nouvelle génération de créatifs congolais grâce à son éducation cinématographique et numérique de classe mondiale, ancrée dans la pratique et l'innovation. La ministre de l'Environnement, Marie Niangé, a été chaleureusement accueillie par la grande communauté du Kasaï, et plus précisément celle du territoire d'Ilebo, suite à sa nomination au sein du gouvernement Souminois II. La ministre Marie Niangé est la 4e ministre originaire d'Ilebo depuis 1968 ans. Dans son discours, la ministre a appelé à l'unité de filles et fils d'Ilebo. Ginette Fika nous en dit plus. C'est avec des danses folkloriques et de chants traditionnels, symboles d'unité et de la fierté culturelle, que la grande communauté du Kasaï, en particulier celle du territoire d'Ilebo, a réservé un accueil chaleureux à l'une de ses filles, professeure Marie Niangé Ndambo, suite à sa nomination au sein du gouvernement Souminois II. L'événement, haute en couleur, a rassemblé plusieurs tribus, notamment les Lélé, les Tchokwe, les Luba, les Kélé et les Tétéla, qui ont animé la cérémonie avec des danses. Dans son allocution, Marie Niangé, désormais ministre de l'Environnement, Développement durable et de la nouvelle économie du climat, a exprimé toute sa reconnaissance envers les autorités nationales. Hommage, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir fait confiance à moi et à toute la communauté. Je dis également merci à Madame Souminois Toulouka Judith, chef du gouvernement, pour m'avoir accepté dans son équipe. À vous, mes frères et sœurs, honorables députés, docteurs, professeurs, André Mouchon. Fière, héritière d'une longue lignée d'engagement, Marie Niangé devient ainsi la 4e ministre originaire d'Ilebo depuis 1968. Un symbole fort pour cette région qui voit en elle un modèle de réussite et d'espoir pour les développements de la contrée. La journée s'est clôturée dans une atmosphère de communion et de fierté partagée où modernité et tradition se sont harmonieusement mêlées autour d'un même idéal. Rendons-nous dans la province du Congo central où, dans le cadre de sa mission d'itinérance à travers le pays, le ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants, Eliezer Ntambwe, a effectué une visite officielle pour l'identification et la récupération du patrimoine des anciens combattants. Par sa présence et son écoute, le ministre délégué à la Défense a redonné espoir et dignité à ces héros silencieux. La presse locale.
C'est sous un soleil de plomb que le ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants a foulé ce lundi le sol de la ville portuaire de Matadi pour une visite officielle. Ce déplacement au Congo central, deuxième étape de sa tournée après l'espace Kasaï, rentre dans le cadre d'une mission d'itinérance amorcée pour l'opération d'identification, récupération et valorisation de tous les patrimoines des anciens combattants. Tel un digne fils du terroir, le ministre délégué à la Défense nationale s'est offert un bain de foule impressionnant. Bien après les honneurs militaires, la foule, constituée notamment de militants de l'Action commune pour la République, a marqué d'une encre indélébile ces moments historiques par des chants et scènes de liesse. Le cortège du ministre délégué s'est ensuite dirigé à l'état-major général où il a présidé durant près de 2 heures une importante réunion de sécurité entre les officiers de l'armée et les personnels de la division urbaine des anciens combattants à la 12e région militaire. À l'issue de cette importante réunion, le ministre délégué s'est rendu à la division urbaine des anciens combattants afin de s'imprégner des conditions de travail des administratifs. Profitant de l'occasion, l'Excellence Eleazar Ntambwe Mposhi a échangé avec 2 anciens combattants. Ces 2 vétérans ont combattu aux côtés des Flamands et Soudanais entre les années 60 et 65. Ainsi, sur base des informations lui fournies par le chef de division, le ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants a entrepris quelques contacts avec les responsables de parcelles construites dans la concession des anciens combattants. Au-delà de l'inspection surprise, le ministre délégué a reçu les bénédictions d'une octogénaire, épouse d'un ancien combattant, satisfait de l'avoir rencontré. Enfin, le ministre délégué à la Défense nationale, en charge des anciens combattants, Eleazar Ntambwe Mposhi, a été reçu par le gouverneur de la province, Grace Bilolo, pour ses civilités. Au terme de l'échange fructueux, Eleazar Ntambwe a réitéré la bénédiction du Conseil des ministres pour l'opération ainsi amorcée. La délégation, conduite par le ministre délégué à la Défense nationale, a pris la direction de la ville de Goma pour la poursuite de la tournée dans ce coin de la République démocratique du Congo. Et en dehors de nos frontières, à Yaoundé, la capitale du Cameroun, la victoire du président sortant ne surprend guère, mais elle ne laisse pas indifférent alors que certains habitants expriment une résignation face à la continuité du pouvoir, d'autres appellent à des réformes et dénoncent des irrégularités électorales. La réélection de Paul Biya, 92 ans, confirmée par le Conseil constitutionnel ce lundi, a été accueillie sans surprise dans les rues de Yaoundé. Paul Biya, qui dirige le Cameroun depuis 1982, a obtenu 53% des voix, devançant son principal adversaire, Issa Chiroma, qui n'a récupéré que 35% des suffrages exprimés. Bon, ce que j'attends du président élu présentement, c'est que la situation des Camerounais doit changer. Les Camerounais vivent trop dans la misère. Si certains habitants expriment une résignation face à la continuité du pouvoir, d'autres appellent à des réformes et dénoncent des irrégularités électorales. Malgré cela, la mission d'observation de l'Union africaine a jugé le scrutin globalement conforme aux normes régionales. Pour nombre d'analystes, la réélection de Paul Biya illustre la persistance d'un système politique verrouillé. On a l'impression que ce mandat ne va pas être un mandat de bon augure pour la société camerounaise qui, dans des multiples régions et dans les grandes villes, on a vu des revendications, on a vu des manifestations qui demandaient au président, qui appelaient le président de la République à aller se reposer et de passer la main à une autre personne pour sortir de cette inertie. Alors que le président Biya passe de longues périodes à l'étranger, notamment en Europe, les incertitudes demeurent sur sa capacité à gouverner. Pour beaucoup de Camerounais, ce nouveau mandat symbolise avant tout un statu quo politique dont il devient de plus en plus difficile d'entrevoir la fin. Ce journal est terminé, voici le rappel des principaux titres. Vous avez suivi dans ce journal que la chef du gouvernement congolais Judith Suminwa Tuluka a lancé la co-création d'une cellule de coordination et de suivi des résultats au sein du ministère de la Santé lors d'un atelier de 3 jours allant du 28 au 30 octobre 2025 à Kinshasa, la capitale. Le PPRD, parti cher à l'ancien président congolais, n'est pas concerné par l'arrêté ministériel et la décision de justice suspendant ses activités. Réaction du secrétaire permanent du parti, Ramazani Chadari, qui accuse le pouvoir en place d'acharnement politique.
Et puis au pouvoir, depuis 1982, le président camerounais Paul Biya, 92 ans, a été réélu sans surprise avec 53,66% des voix selon les résultats officiels publiés par les conseils constitutionnels. Les Camerounais attendent de vrais changements. Vous avez suivi les réactions dans ce journal. Ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur votre chaîne BC Télévision. L'actualité est à continuer sur votre chaîne. Au revoir. Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.